ensuite, par qui le projet va avoir lieu? Parce que avoir décidé d'un projet, c'est une chose. Mais à un moment, il va falloir qu'il se passe quelque chose dans la vraie vie, dans le monde. Il va y avoir des événements, il va y avoir une organisation. Il va y avoir des choses qui ont besoin d'être observables. Eh bien, ça n'arrivera que parce qu'il se passe quelque chose. Et s'il se passe quelque chose, c'est qu'il y a des gens qui le font dans un projet. Voilà, il y a des interactions, il y a des choses qui sont dites, il y a des actes qui sont posés, il y a des ressources qui transitent, etc. Voilà. Et donc, ça doit bien arriver par quelqu'un. Et pour que ça arrive, eh bien, vous avez besoin de vous assurer que ces personnes vont être impliquées. Si on ne se pose pas la question par qui, qu'on dit simplement voilà le projet, nous l'avons défini ensemble ou je l'ai défini pour vous, ça c'est vos choix à la question précédente. Voilà, maintenant, eh bien écoutez, allez-y, c'est à vous, réalisez-le, vous êtes payé pour ça, c'est parti. Voilà, super, ça a l'air légitime, mais ça ne l'est pas, parce que on peut se barder d'illusions en imaginant que c'est parce qu'on demande quelque chose à quelqu'un, par exemple par voie hiérarchique, que cette personne va donner le meilleur d'elle-même pour réaliser cette chose. Eh bien, ce n'est pas comme ça que les humains fonctionnent, et il suffit d'observer un petit peu autour de soi, ou de s'observer soi-même pour le savoir. Voilà. Les choses fonctionnent différemment. Pour que les personnes mettent vraiment du leur dans leur projet, eh bien, elles vont avoir besoin d'être impliquées. Donc cette question « par qui va arriver le projet ?» elle est tout sauf anodine. Elle implique d'autres questions derrière, qui sont « comment je vais impliquer les personnes ?» Comment je vais faire en sorte qu'elles soient suffisamment impliquées pour qu'elles mobilisent vraiment leurs compétences? Si une personne prend la part d'un projet parce que je lui ai simplement demandé et que je lui ai fait savoir que j'étais son chef et qu'elle était mon subordonné et qu'elle avait juste à exécuter ce que je lui demande, eh bien, elle va faire le minimum syndical. Elle va faire le strict minimum syndical. Et il y a peu de chances que je puisse compter sur sa motivation, parce que c'est simplement quelque chose de contractuel sur quoi elle va s'attacher pour réaliser ce que je lui demande. Alors éventuellement, elle va y mettre de la conscience professionnelle, parce que voilà, elle veut mériter son salaire, ou parce que elle a des valeurs de faire du bon travail. Voilà, mais ça n'ira pas au-delà. Elle ne mobilisera pas autant ses compétences et son expérience que si elle se sent vraiment impliquée dans le projet. C'est différent de faire un projet parce que c'est sous la contrainte ou parce que c'est contractuel, de le faire parce qu'on s'y retrouve. Donc on va avoir besoin de faire en sorte que les personnes trouvent une place. Elles trouvent leur place dans ce projet. Si elles trouvent leur place dans ce projet, si elles s'y retrouvent, alors il y a une part d'elles-mêmes qui peut se réaliser, qui peut avancer, qui est nourrie à travers ce projet. Peut-être qu'il y a quelque chose d'identitaire, son identité professionnelle va avancer, peut-être que l'estime d'elle-même va avancer, peut-être que la valorisation de son travail va avancer, peut-être que la reconnaissance de ses pairs va avancer, peut-être que simplement elle va retrouver du sens à son quotidien à travers ce projet. Voilà, si elle trouve cette place, alors pour elle, le projet est plus que simplement le projet. C'est un moyen de nourrir ses besoins. C'est un moyen de nourrir des choses importantes pour elle. Et donc, en même temps qu'elle va faire avancer le projet, elle va avancer elle-même. Et l'un et l'autre vont aller ensemble. Donc, elle a tout intérêt à faire avancer le projet parce que le projet la nourrit. Et donc, vous allez pouvoir trouver des personnes qui sont beaucoup mieux mobilisées et qui vous font beaucoup plus facilement part de leur expérience. Et ça peut faire toute la différence. L'expérience montre que ça fait très souvent, la plupart du temps, une différence cruciale entre un projet qui ne fonctionne pas et un projet qui fonctionne. Il y a de très grosses organisations multinationales qui, pensant qu'elles avaient d'énormes moyens logistiques et financiers, allaient pouvoir imposer des projets, par exemple des projets de changement, dans l'organisation tout entière. Ils ont dépensé des sommes considérables. Ils ont mis en œuvre des moyens monumentaux. Et puis, ça a donné des flops. Donc, c'est particulièrement vexant de mettre autant de moyens, d'être aussi puissant et d'accoucher d'une souris. Eh bien, ce que certaines de ces très grandes organisations ont découvert en faisant cela, eh bien, c'était que peut-être il y avait d'autres manières de s'y prendre. Et nous verrons ça dans le comment, un peu plus loin dans la vidéo. Il y a d'autres manières de s'y prendre
pour que le projet s'appuie sur l'énergie, l'expérience, les compétences des personnes. Et pour cela, eh bien, elles ont besoin de s'y retrouver. Ça ne va pas être quelque chose de décrété d'en haut. Donc elles ont changé leur pratique. Et là, elles ont mis à jour des façons de faire qui sont beaucoup plus intéressantes et qui, en plus, demandent beaucoup moins de moyens. Une autre bonne nouvelle, c'est que puisque ça demande beaucoup moins de moyens, eh bien ces pratiques-là, on peut les transférer à des organisations plus petites, à des institutions plus locales, à des PME et à des projets de petite dimension dans différents secteurs sociaux, santé, etc. Voilà. Mais on peut garder à l'esprit qu'on pourrait faire la même chose, pourquoi pas en politique par exemple, se souvenir qu'on ne peut pas toujours décider tout d'en haut et qu'une centaine de cerveaux ne sera jamais, définitivement jamais aussi intelligente que 60 millions de cerveaux. Voilà. Et donc il y a peut-être une autre manière de faire en sorte que les personnes trouvent leur place dans quelque chose. Et à ce moment-là, on aura 60 millions d'intelligences individuelles qui seront capables de se relier dans une intelligence plus collective. Et ça peut tout changer et peut-être nous faire gagner du temps socialement. Revenons à notre simple projet. À travers les personnes qui vont être impliquées, donc ce par qui, quelles sont les personnes qui vont finalement concrètement donner vie au projet, qui vont être le projet qui se réalise, eh bien, nous allons avoir besoin de nous assurer que les personnes ont bien des représentations pertinentes du projet. Voilà. Puisqu'on leur demande de faire vivre le projet, est-ce qu'elles ont vraiment les représentations? Est-ce qu'elles se représentent vraiment bien les choses? Est-ce qu'elles se représentent les choses en fonction de ce qu'on attend? Donc nous allons avoir besoin de trouver un moyen, ou des moyens, pour que ces personnes partagent des représentations pertinentes. Qu'elles les partagent parce que ça leur permettra de fonctionner d'une manière plus intelligente ensemble, voilà, plutôt que chacun ait ses propres représentations dans son coin. Ça ne donnera qu'une addition d'efforts individuels, mais ça ne donnera pas quelque chose d'efficace collectivement. Voilà. Ce qu'on veut, c'est que 1 plus 1 égale plus que 2. On voudrait que 1 plus 1 égale 3 ou plus. Voilà. Et pour ça, on a besoin de partager des représentations. Mais pour partager des représentations, on a besoin de représentations. Et donc, nous avons besoin de nous assurer que les personnes vont pouvoir trouver ces représentations. Une bonne manière de faire, évidemment, on l'a déjà vu, c'est de transformer les personnes en co-auteurs du projet. Même si elles ne sont pas co-auteurs de la globalité du projet, qu'elles soient co-auteurs d'une partie du projet dans leur domaine. Voilà. Si vous êtes dans une entreprise, il y a peut-être des gens qui vont être des cadres commerciaux, il va peut-être y avoir des gens qui vont travailler sur des machines dans des ateliers. Et tout le monde n'a peut-être pas besoin d'avoir le même niveau de détail dans tous les domaines. Voilà, ce qui se passe sur le réglage de la machine, du tourneur qui connaît bien sa machine, n'intéressera peut-être pas dans le détail le directeur commercial, et l'inverse non plus. Mais par contre, qu'il puisse y avoir à la fois une représentation globale de où est-ce que nous allons ensemble. Ça va être une représentation très importante. Et qui ensuite va pouvoir se décliner en représentation pertinente, précise, dans chacun des sous-domaines, qui donc continueront à être reliés entre eux par la vision globale, mais qui pourront aussi aller dans le détail, chacun dans son domaine de compétence, dans son domaine de prédilection. Ça, c'est important. Voilà. Souvent, on demande aux personnes d'adhérer à un projet, déjà d'y adhérer. Pour quelles raisons y adhéreraient-elles? Ça n'est souvent pas dit dans l'histoire, et pourtant c'est crucial. Mais en plus, on ne pense pas à leur permettre de nourrir quelque part, pour dire les choses d'une manière un peu abrupte, de nourrir leur cerveau avec les images, les mots, les représentations, les critères très sensoriels qui leur permettront de savoir ce qu'ils doivent faire, où ils doivent aller, à quel moment ils doivent tourner à gauche, à droite, aller tout droit, à quel moment c'est le moment de prendre la parole, à quel moment on a suffisamment de quantité de telle chose, à tel moment je sais que la personne est devenue autonome, à quel moment, voilà. On a besoin de représentations très sensorielles, très primaires. Alors à nouveau, on préfère souvent institutionnellement ou dans les stratégies d'entreprise définir les choses d'une manière très froide, très chiffrée, très conceptuelle, mais ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Ce ne sont que des étiquettes. On a besoin de fonctionner avec une expérience qui sensoriellement va être celle qui va faire que notre cerveau va pouvoir fonctionner pour nous faire faire des gestes, pour nous faire formuler des phrases, pour nous faire partager des choses, pour nous faire observer les bons indicateurs, etc. Voilà. Et donc, ces représentations pertinentes, on a besoin de trouver des moyens de les partager, de faire en sorte, si possible, que les personnes les acquièrent. Donc on ne va pas leur imposer, mais on va plutôt chercher à ce qu'elles
elles-mêmes les formulent ou qu'elles s'y reconnaissent. Ah oui, évidemment, c'est ça qu'il faut observer. Ah oui, évidemment, c'est ça qui me montrera qu'on est arrivé à tel résultat. Ah oui, évidemment, c'est ça qu'on vise. Voilà. Mais que ce soit précis. Et donc cela, ça va permettre de décliner le projet en objectifs clairs, en différents objectifs, des objectifs à court terme, des objectifs à moyen terme, des objectifs à long terme, et aussi des objectifs à différentes échelles, selon le degré de responsabilité des personnes. Voilà. Un objectif, en fait, c'est quelque chose qui fonctionne quand les personnes ont mobilisé des représentations très claires. Une illustration, c'est que quand on a un objectif, mais on veut chercher à savoir si on est en train de s'en rapprocher ou pas, ou même s'il est atteint ou pas. Donc ça, ce sont des indicateurs qui nous permettent ça. Ce sont des tableaux de bord. Un tableau de bord, eh bien, c'est constitué d'indicateurs observables. Et donc, on a besoin de représentations observables pour avoir des bons objectifs. Donc toutes ces questions se tiennent. Mais un objectif, en plus de se construire avec un matériau de base qui sont des représentations observables, évidemment pertinentes, il va permettre de donner du sens. Donc les personnes vont savoir où aller, comment y aller, à quoi ça sert, au nom de quoi elles le font. Voilà, il y a aussi ça dans un objectif. Et puis, ça va permettre de faire des choses, parce qu'un objectif, ça permet de se représenter et de viser des actions. Et puis, ça va permettre de prendre des décisions, parce que quand on a des indicateurs clairs, eh bien, on peut savoir si ça c'est atteint, ça ce n'est pas atteint, si là on a la quantité suffisante, si on ne l'a pas encore, si là on est sur la bonne voie ou pas. Donc toutes les décisions, même les plus petites, est-ce que je dois convoquer un tel? Est-ce que notre entretien en une demi-heure va suffire? Est-ce que j'ai bien tout mis dans le document que je vais transmettre à telle personne? Est-ce que j'ai bien décidé quelles sont les bonnes personnes auxquelles transmettre ce document, etc. Il y a un grand nombre de choses qui vont devoir être décidées, et un objectif permet de décider quand il est bien formulé. Et puis bien sûr de mesurer à nouveau, toujours avec ces indicateurs. Donc un objectif, c'est plus que simplement une idée de quelque chose à atteindre. C'est l'instrument opérationnel, cognitif, qui permet l'action, qui permet de corriger, qui permet d'apprendre, qui permet de se motiver, qui permet... Voilà, c'est vraiment un outil cognitif très puissant, l'objectif, et ça vaudrait le coup en soi de passer du temps rien que sur comment on construit les objectifs, comment on les construit pour soi, mais comment aussi on les construit collectivement, en équipe par exemple, ou comment on aide une personne, un jeune par exemple, à se construire un objectif. Ça peut faire toute la différence. J'ai rencontré beaucoup de personnes, par exemple des personnes que j'ai formées qui ont mis en œuvre ces stratégies de création d'objectifs, parfois auprès de publics qui ne savaient pas faire. Et pour ces publics-là, eh bien, ça a tout changé, mais complètement tout changé, à l'échelle de leur vie professionnelle, à l'échelle de leur vie sociale, à l'échelle de leur vie affective, à l'échelle parfois de leur vie tout court. Voilà.